Alors pourquoi je propose des vidéos de cours sur cette chaîne qui est a priori plutôt basée sur les exos? Parce que le cours déjà c'est fondamental, tu as beaucoup de questions de cours au détour d'un oral, par exemple sur un exercice où tu galères un peu, on peut te proposer une question de cours pour que tu te rattrapes. Ensuite la deuxième chose c'est que fondamentalement le cours c'est la fondation pour faire des bons exercices. Si tu connais pas ton cours et que tu ne connais pas les démonstrations du cours, tu vas un peu galérer sur les exercices, donc c'est important pour ça aussi. Mais surtout parce qu'il y a un gros manque sur YouTube. J'ai remarqué que les questions de cours en général, elles sont abordées de manière très superficielle. On ne comprend pas vraiment l'intuition derrière chaque résultat de cours, ce qui est pour moi fondamental. Comment tu aurais pu créer le théorème toi-même, entre guillemets, comment tu pourrais comprendre pourquoi il est vrai fondamentalement, plutôt que de connaître juste la démonstration par cœur. C'est ça que je vais essayer de retranscrire dans cette série de questions de cours à travers différentes choses. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au théorème spectral, ça sera certainement une vidéo en plusieurs parties. Ici, je vais faire une première partie sur la démonstration du théorème. Après, on verra une application ici qui est très sympa. Pas très dur, mais juste une application directe du théorème, voir comment ça fonctionne dans la vraie vie. Et ensuite, on verra des applications plus détaillées dans d'autres vidéos. Donc ce sera peut-être une série de vidéos de 4-5 vidéos pour chaque théorème. C'est vraiment dans le but d'aller en détail, en profondeur sur chaque théorème. Donc on va voir le théorème de Perron-Frobenius, qui est un truc en lien avec les chaînes de Markov, la probabilité. C'est un truc assez joli et qui est beaucoup utilisé par exemple dans les algorithmes de page ranking chez Google. Donc c'est intéressant, tu as des bonnes applications dans la vraie vie. Ensuite on va voir des décompositions assez classiques. Il y en a beaucoup, on va en voir peut-être 3 ou 4 qui sont classiques et qui utilisent fondamentalement le théorème spectral. Et puis évidemment, tu auras d'autres exos sur le théorème spectral, mais ce ne sera pas spécifiquement sur le théorème spectral, ce sera juste en outre. Donc cette application, je la garde, on va peut-être pas la faire aujourd'hui, parce qu'on risque de manquer de temps. Mais du coup, aujourd'hui, je vais te présenter le théorème spectral. C'est quoi? Déjà, l'énoncé, je pense que tu le connais très bien déjà, c'est si tu prends un R espace vectoriel de dimension finie, et que tu prends un endomorphisme symétrique de cet espace vectoriel, cet endomorphisme est orthodiagonalisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire diagonalisable dans une base orthonormée. Ce théorème est très puissant parce que tu vois qu'on n'a pas énormément d'hypothèses et ça te montre à quel point l'hypothèse de symétrie est restrictive en fait. Parce que si c'est symétrique, tu as directement un truc très puissant, de la diagonalisabilité, et en plus dans une base orthonormée. Donc la base orthonormée, ça nous dit que la matrice de passage elle va être simple à comprendre, ça va être une matrice orthogonale. On aura du coup que P va être l'inverse de P transposé. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors, du coup, maintenant, je vais t'expliquer intuitivement pourquoi ce théorème est vrai et l'intuition que tu peux avoir derrière ce théorème. En fait, quand tu vas avoir une matrice symétrique, donc évidemment F appartient à SE, c'est strictement équivalent à dire que la matrice dans la base canonique de F, enfin dans une base orthonormée de F, ça appartient à Sn, évidemment. Et en fait, quand tu peux comprendre ce théorème, c'est qu'en fait, si tu as une matrice symétrique, par exemple, on va prendre en dimension 2, ça traduit en fait une symétrie dans le problème réel. En fait, une matrice, concrètement, c'est une compilation d'informations de, par exemple, un objet. C'est une compilation d'informations de... Bon, là, c'est en 3 dimensions, j'ai pris une matrice de 2 parce que je suis un con, mais tu m'as capté. En fait, une matrice, c'est la compilation de plein d'informations. En particulier, ça peut parfois s'interpréter comme les informations d'un problème physique. Bon, je te donne un exemple, la matrice des moments d'inertie. La matrice des moments d'inertie, qu'on note I, je pense, en SI, la matrice des moments d'inertie, c'est les moments d'inertie par rapport à chacun des axes. Et le fait de retrouver une symétrie dans la matrice, ça nous dit qu'on a une symétrie dans le problème. En particulier, tu peux prendre des axes, les axes adaptés aux symétries de ton problème, de sorte à ce que le problème soit plus simple à étudier. Et en gros, le théorème spectral, il te dit ça en fait. Il te dit que si tu as des symétries dans ton problème, tu peux prendre les axes de symétrie comme une base du problème.
comme une base de ton espace. Et à partir du moment où tu vas changer de base, tu vas passer d'une base a priori où tu n'as aucune information, donc par exemple une base cartésienne comme ça, à une base, je sais pas, plus simple à comprendre. Donc par exemple, imagine que tu travailles sur une boule, bah, tu passes sur des coordonnées sphériques. Et ben là, c'est ça, ce procédé-là qui sera l'équivalent de la diagonalisation dans la vraie vie. Enfin, matriciellement, quoi. Donc globalement, c'est ça l'intuition derrière le théorème spectral, c'est de dire notre problème, il présente des symétries. Pour simplifier l'étude de ce problème, il suffit de se placer dans une base où les vecteurs de base sont les axes de symétrie. Et ça correspond, c'est vraiment ça, hein, de diagonaliser une matrice, c'est prendre, enfin orthodiagonaliser une matrice symétrique, c'est de prendre comme vecteur de base les axes de symétrie. Bon, du coup c'est ça le truc, et ça va nous guider pour la démonstration. Bon, la démonstration, en vérité, la démonstration est beaucoup plus intuitive si tu t'introduis la notion de forme quadratique, mais à ce moment-là, ça prendrait plus de temps à introduire parce que c'est juste une nouvelle notion. C'est pas forcément plus compliqué, mais c'est juste une nouvelle notion à introduire. Et du coup, pour qu'elle soit vraiment, vraiment intuitive et qu'elle soit totalement naturelle, je te conseille de te pencher sur les formes quadratiques, ce qui est naturel. Mais l'intuition qu'on peut en avoir, du coup, c'est de se dire, bon bah, maintenant qu'on sait que, en fait, avoir des axes de symétrie, enfin prendre des axes de symétrie, enfin orthodiagonaliser la matrice, c'est prendre des axes de symétrie. On peut se dire, comment on peut faire pour trouver les axes de symétrie? On peut les trouver un à un. On peut trouver celui-là, ensuite dire, bon bah l'autre il est ici, l'autre il est là. Les prendre un à un, ça revient à faire une récurrence. Donc c'est ce qu'on va faire, une récurrence sur la dimension de E. Si ça, on note ça n par exemple. On va faire une récurrence sur la dimension de E. Donc si n est égal à 1, c'est bon. Si n supérieur ou égal à 1, on suppose Hn, donc ici je vais pas le rédiger dans l'ordre parce que tu as la démonstration propre dans l'ordre n'importe où sur internet et a priori dans ton cours si tu es en prépa. Donc si on suppose Hn c'est quoi? C'est pour tout n, non, pour tout k inférieur ou égal à n, si E tilde est un REV de dimension k, de dim k, alors si on prend f dans SE, ça nous donne que f est orthodiag. Bon bah cool. On a ça. Comment on va se ramener à ça? Comment on va se ramener d'une matrice de taille on va mettre un -1 ici pour que ce soit plus simple. Donc comment on va se ramener à une matrice de taille n-1? Évidemment, on va essayer de trouver un espace stable. Pourquoi on va essayer de trouver un espace stable? Parce que avec un espace stable, ici on aura une matrice de taille n-1 et ici on aura juste un scalaire. Comment on fait pour avoir un vecteur stable? Parce qu'en gros, avoir une matrice stable avec un bloc, enfin avoir une matrice par bloc avec un bloc n-1 et un bloc de taille 1, ça revient à dire que bah, tu as une droite stable par l'endomorphisme associé, et puis tu as un hyperplan stable. Comment tu trouves une droite stable? Ce que tu peux faire, c'est regarder les vecteurs propres, parce que si tu as lambda une valeur propre, et bien tu as E de lambda stable. Non, plus simplement, si tu as lambda un vecteur propre, et que tu prends x appartenant à E de lambda, tu as la droite engendrée par x qui est stable. Bon bah c'est l'idée. Du coup, notre truc, c'est de trouver un vecteur propre. Un vecteur propre, on sait que ça existe tout le temps dans le cas
où on travaille sur un C espace vectoriel parce que tous les polynômes sont scindés, donc en particulier, on n'a que le polynôme caractéristique est scindé. Du coup, on va se placer dans C et essayer de voir en quoi le vecteur propre qui existe sur C, il va pouvoir exister sur R en fait. Donc du coup, on va montrer un petit lemme. C'est pour ça que je te dis que la démonstration n'est pas dans l'ordre, parce que en vérité, il faudrait montrer ce lemme d'abord. Mais si tu comprends pas pourquoi le montrer, je trouve ça un peu inutile. Donc le lemme, ça va être de montrer que les valeurs propres de f sont réelles. Donc, autrement dit, le spectre de f, il est inclus dans R, tout simplement. Comment on va montrer ça ? Le truc qui est pratique à utiliser dans ce cas-là, bon, on pourrait se dire on va partir sur la caractérisation, on va utiliser le point de vue endomorphisme, mais le truc qui est plus pratique dans ces cas-là, c'est, étant donné que on connaît bien la transposition et que transposer un scalaire, donc une valeur propre, ça va pas le changer. Le truc qui est intéressant ici, c'est de partir sur le point de vue matriciel. Pourquoi ? Parce que du coup, j'ai dit que si on prend la matrice de f dans une base canonique, enfin dans la base canonique, ou dans une base orthonormée, ça va être symétrique. Sauf qu'une matrice symétrique, si on note ça A, la caractérisation elle va être avec la transposée. La transposée d'un vecteur, on connaît. Et la transposée d'un scalaire, on connaît. Et ici, il s'agit de valeurs propres. Donc c'est assez naturel de prendre la caractérisation avec la transposée, puisque avec les scalaires, ça va être un peu compliqué de se débrouiller. C'est simplement pour des raisons de clarté qu'on va raisonner comme ça. Évidemment, on pourrait raisonner avec f directement. Mais du coup, ça va être plus simple de raisonner avec A. Donc si on prend lambda appartenant au SP complexe, donc en fait ici c'est le spectre complexe de F, donc de A, donc c'est le spectre complexe de F, on va montrer que lambda appartient à R. Bon, c'est justement pour montrer cette inclusion. Comment on fait ça ? Bon, naturellement, on prend X appartient à E lambda A. La première chose qu'on va remarquer, en fait, c'est que cette preuve, elle peut paraître sortie du chapeau, mais en fait, elle est très naturelle quant à la notion de forme quadratique et de forme hermitienne. Je te conseille de te renseigner là-dessus, c'est très intéressant. Tu as un chapitre entier dans le livre de CPGE Paradise qui est bien fait pour la prépa, sur les endomorphismes hermitiens. Et donc du coup, le truc naturel, c'est de montrer que lambda égale à lambda bar. Ça, c'est le truc ultra classique pour montrer qu'un complexe, en fait, c'est un réel. C'est de montrer que c'est égal à son conjugué. Et on est d'autant plus attiré par cette caractérisation-là que, en fait, tu peux transposer les bails. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bon, tu as AX qui est égal à lambda X. Donc, si tu transposes ici, X, il est à valeur complexe. Donc, a priori, X bar, ça va être X bar. Et ici, ça va être lambda bar. Okay. La deuxième chose que tu peux faire, que tu peux remarquer, c'est que en transposant, ça va nous donner lambda X transposé. Parce que ça, la transposée de lambda, c'est lambda. Du coup, ça, ce que ça donne, c'est X transposé à X bar. Et bon, on est content. Pourquoi ? Parce que si on regarde... c'est X transposé, A transposé. Sauf que A transposé, vu que A est symétrique, c'est A. Du coup, maintenant, si on regarde ça, ce que ça donne... Et en fait, tu verras que ça, c'est une forme quadratique, en gros. Et que si tu t'intéresses un peu aux formes quadratiques, s'intéresser à ce produit-là, ça vient naturellement. Bon, dommage, on le fait pas en CPGE. Mais du coup, ça sort un peu du chapeau. C'est le point un peu délicat de la démonstration, du coup. D'une part, tu peux voir que ça fait, en mettant les parenthèses comme ça par associativité, ça fait A lambda X
transposé bar x, ça c'est une ligne fois une colonne. La ligne ici, ça va faire que des réels en fait, puisque ici il va tomber en face de x1 et ici c'est x1 bar. Donc en fait ici ça va faire la somme des modules. Je vais pas l'écrire, mais en gros ça c'est la somme des modules, donc ça appartient à R. D'autre part, tu peux remarquer que si tu fais le même truc mais dans l'autre sens, enfin l'associativité dans l'autre sens, tu vas voir que transposer de x bar à x ici, en mettant les parenthèses comme ça, tu remarques que ça c'est égal à x bar transposé, x bar transposé, j'ai dit, x. Et en fait, ça c'est égal à lambda bar, ici, fois x bar transposé. Le lambda bar, en fait, il prend pas la transposition puisque c'est un scalaire, évidemment, fois x. Et donc, tu te rends compte que lambda bar x transposé est égal à lambda x bar x. Je te laisse vérifier que ça c'est vraiment non nul, puisque x est non nul par hypothèse, et donc que la somme des modules des coordonnées ça va être non nul. En fait ça c'est une norme globalement. En simplifiant par x, en simplifiant par ceci qui est un scalaire non nul, tu vas voir que lambda bar est égal à lambda. Donc en fait toutes les valeurs propres de A sont réelles. Avec ce petit lemme que normalement tu aurais dû faire avant de montrer la récurrence. Excusez-moi. Normalement que tu aurais dû faire avant d'avoir la récurrence. Là, tu vas pouvoir dire que on prend lambda dans le spectre de f de telle sorte que et du coup x appartenant à e lambda f. Donc évidemment ça c'est un vecteur propre réel. Lambda c'est bien réel. Donc tu vas avoir que si tu prends Rx, on va noter Rx1 pour la suite, ce soit un peu plus joli. Rx1 stab par f. Donc stab par f. Et donc on aimerait le compléter par quelque chose qui nous donne une base orthonormée. Le truc naturel quand on parle d'orthodiagonalisation et de base orthonormée, en fait, c'est de compléter par l'orthogonale tout simplement. Donc on considère Rx1, on va considérer ça. Rx1, l'orthogonale de Rx1, on va le noter H. Pourquoi on le note H ? Tout simplement, ça c'est un espace de dimension n-1, c'est un hyperplan. Bon, on le note H. Du coup, on va montrer que H est stable par F. Pourquoi on veut ça ? Parce qu'en fait, on a F dans la base avec x1 en premier et après des vecteurs random. Et ben, ça va être égal à, ici tu vas avoir lambda par bloc, 0, 0, et ici tu as une matrice A. Sauf qu'en fait, cette matrice A, elle est a priori dans une base quelconque. Sauf que nous, on voudrait avoir une base orthonormée d'emblée. Tu vois, on pourrait orthodiagonaliser ça, mais après on serait pas sûr, genre il y aura des galères pour savoir si la base d'orthogonalisation de A concaténée avec le x1, ça va vraiment être une base orthonormée au total. Parce que oui, ça va être une base, mais est-ce que ça va être une base orthonormée avec le petit vecteur x1 là, tu vois ? C'est ça la question qu'on se pose. Et du coup, la galère la petite astuce pour pouvoir contourner cette galère, c'est de se dire, je vais directement prendre un supplémentaire de sorte à ce que ce soit orthonormé. Et le supplémentaire qui nous donne de l'orthogonalité naturellement, c'est l'orthogonale tout simplement. Donc on va vérifier que H qui est égal à Rx1 orthogonal, c'est stable par F. C'est là qu'on va utiliser évidemment la caractérisation, le fait que F est symétrique, parce que sinon c'est vrai que ça risque pas de fonctionner.
Donc si on prend allez, Y appartenant à Rx1, en fait notre but c'est de montrer que f de si on prend f de Y scalaire x1 ou lambda x1, mais en fait ça revient au même, bah ça va faire 0. Pourquoi? Parce que du coup ça nous donnera bien que ça c'est orthogonal. Bon bah ça c'est pas compliqué au vu des hypothèses, puisque ça va nous donner x1 scalaire f, enfin pardon, ici c'est y scalaire f de x1, ici pardon j'ai pris y, non, rx1 orthogonal, et ça fait 0. Parce que ça c'est lambda x1, et du coup, par bilinéarité, je vais détailler légèrement, ça fait lambda y scalaire x1, y il est dans R de x1, il est dans la droite, du coup ça fait 0. Bon voilà. On est très content, on a f qui stabilise R de x1, du coup, f qui stabilise R de x1 orthogonal, pardon. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une base de h, donc une base x2 xn de h, x1 x1 xn, base orthonormée évidemment. Bon bah par définition du coup on va avoir que la matrice de f dans la base, donc si on considère la base x1 xn, pardon, là je me suis un peu emmêlé, donc on va prendre une base orthonormée de h, on va pas prendre n'importe quelle base orthonormée, puisque en fait par hypothèse, h il est de dimension n-1, en particulier c'est inférieur ou égal à n-1, donc du coup on va prendre B une BON telle que f restreint à h, ça c'est bien un endomorphisme de h, donc qui appartient à L de h. Pourquoi? Parce que ça stabilise. Donc f restreint à h est diagonale. F restreint à h, donc la matrice de f restreint à h dans B est diagonale. Ça c'est d'après hn-1, car la dimension de h est de n-1. Donc du coup, si on prend maintenant, si on note plutôt cette base b tilde, et si on prend maintenant la base x1 xn, qu'on note b, et qu'on regarde l'endomorphisme f dans la base b, bah naturellement ça va être un truc orthodiagonalisable, enfin dans une base orthonormée déjà. Déjà ça c'est bien une base orthonormée. Donc j'ai oublié un petit détail aussi, c'est le fait que bon bah x1 on peut toujours le prendre normé. Pourquoi? Parce que tu as juste à diviser par la norme et ça reste un vecteur propre, c'est pas compliqué à vérifier. Si on prend b de x1, enfin b est égal à x1 xn, une base orthonormée, et ben on va voir ici que ça va être lambda. Et ici, ça va être la matrice de f restreint à h dans la base b tilde. Sauf que par hypothèse de récurrence, la matrice de f restreint à h dans la base b tilde, c'est cette matrice-là, c'est une matrice diagonale. Donc ça c'est diag. Et donc on a fini notre